Comment les plus grands chefs-d'œuvre architecturaux résistent-ils à l'épreuve du temps? Depuis des siècles, archéologues et historiens essaient en vain de percer ce secret. Un nouvel outil nous permet de les dimensions. Grâce au progrès de la science, nous disposons aujourd'hui d'un scanner capable de numériser ces constructions. Pour la première fois, nous allons tenter d'éclaircir certains mystères parmi les plus anciens du monde architectural. C'est à Jérusalem que se rend notre équipe d'experts. C'est incroyable! Nous allons découvrir comment Hérode Ier a créé l'une des plus grandes structures de l'époque et accompli l'exploit de bâtir une montagne. Nous voici à Jérusalem, une ville qui occupe une place centrale dans les religions juives, chrétiennes et musulmanes. Témoin de conflits depuis des milliers d'années, elle abrite quelques-uns des plus extraordinaires édifices jamais construits. Nos spécialistes sont ici pour étudier deux des plus anciennes merveilles d'ingénierie du monde. Voici le mont du Temple. Au temps du Christ, c'était la plus grande structure de l'Empire romain. Mais le plus étonnant, c'est qu'il soit encore debout de nos jours, malgré les séismes et les guerres. Est-ce qu'on arriverait à tailler des pierres de cette taille aussi précisément aujourd'hui? Et voici Hérodion. Un somptueux palais fortifié bâti au sommet d'une colline exaucée par l'homme. C'est ainsi que les bâtisseurs de l'Antiquité ont complètement modifié le paysage en plein cœur de la Cisjordanie. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de voir une montagne édifiée par l'homme. Pendant des siècles, personne n'a su exactement comment les ingénieurs de l'époque ont pu réaliser de telles prouesses. Aujourd'hui, on dispose d'un scanner suffisamment léger pour parcourir la planète et révéler les secrets des bâtiments parmi les plus spectaculaires du monde antique. Très maniable, il émet des impulsions de lumière et les cartographie avec une extrême précision. Grâce à cette petite boîte, le scanner recueille plus d'1 milliard de données pour former un nuage de points. Il offre une perspective en 3 dimensions, permet de soulever les structures et de les déplacer n'importe où. Ces données permettent également de prendre des mesures d'une extrême précision et ainsi de percer les mystères du passé. Mais cette technologie ne servirait à rien si les données recueillies n'étaient pas interprétées. C'est le rôle de Steve Burrows, un expert de l'ingénierie moderne. Depuis toujours, il rêve de résoudre les grands mystères architecturaux et aujourd'hui, il dispose de la technologie pour y parvenir. Avec son équipe, il a pour mission de percer les secrets de ces structures monumentales et d'en apprendre plus sur l'homme qui les a commandées, Hérode Ier le Grand. Surtout connu dans la Bible pour avoir fait tuer des nouveau-nés, son ambition démesurée l'a poussé à construire deux des plus impressionnantes prouesses d'ingénierie du monde. Comment le mont du Temple d'Hérode est-il toujours debout? Quelles techniques ont été utilisées? Et comment ces architectes ont-ils réussi à créer la colline d'Hérodion? Grâce à cette nouvelle technologie, Steve espère trouver des réponses à ces questions. Dallas Campbell va étudier plus précisément le contexte dans lequel ces structures ont été créées.
Nous allons faire parler ces pierres pour tenter de découvrir comment ce site antique a pu résister à l'épreuve du temps. La mission commence à Jérusalem, où se trouve certainement la plus célèbre création d'Hérode, le mur occidental du mont du Temple. La première chose qui me frappe ici, c'est les dimensions. Ce que nous voyons, c'est 3000 ans de construction successive au même endroit. C'est difficile d'imaginer comment ils ont fait, par où ils ont commencé. Je me demande quelle est la toute première pierre qu'ils ont posée. Il y a des milliers d'années, il n'y avait rien ici, à part une montagne, dont le sommet servait de lieu de recueillement et de sacrifice. En 19 avant Jésus-Christ, Hérode Ier a décidé de construire un nouveau temple au sommet de cette montagne, sur une immense plateforme qui s'étendrait bien au-delà de son sommet. Pour cela, il a dû ériger 4 murs gigantesques pour le soutenir et recouvrir plus de 150 000 mètres carrés de terre. Une fois finie, cette forteresse était tellement immense qu'aujourd'hui on pourrait y installer 20 terrains de football. Le temple d'Hérode n'existe plus. Il a été détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ et remplacé 622 ans plus tard par le dôme du rocher. Mais les murs qui soutenaient le bâtiment sont toujours debout. Ce mur est plus haut qu'un immeuble de 10 étages. Il fait 6 mètres de large, voire plus, et chaque pierre a été posée à la perfection. C'est un véritable chef-d'œuvre que nous avons sous les yeux. Comment des murs construits il y a 2000 ans peuvent-ils être encore debout? Quelle technique a été utilisée par les architectes de l'époque? Espérons que les scanners pourront nous en dire plus. Pour l'aider dans ses recherches, Steve s'est entouré des meilleurs spécialistes. Cathy Simon, Adam Barnes et Malcolm Williamson. Ces scanners devraient nous permettre de résoudre bien des mystères. On va pouvoir observer ces structures comme jamais auparavant. Malcolm va effectuer un scan à longue portée et générer une vue d'ensemble du site. Tandis que Cathy et Adam scanneront au plus près de la structure la base des murs en haute résolution. Très vite, le scanner commence à recueillir des données. Chaque scan obtenu est extrêmement précis et contient des millions de points de données. Cet appareil enregistre tout, y compris la moindre voiture qui passe. L'équipe va devoir scanner l'intégralité du mur en plusieurs fois, puis assembler les résultats pour former un modèle d'analyse. Pendant ce temps, Steve examine les murs de plus près. Alors qu'il veut en savoir plus sur les cataclysmes auxquels ils ont résisté, il est surpris de constater qu'ils ont véritablement frôlé la destruction. Ça, c'est une partie intéressante du mur. Il suffit de le regarder pour comprendre qu'il a subi de sacrés chocs. Vous voyez ces ruptures ici? Vu leur taille, elles ont été causées par des forces colossales. Il pourrait bien s'agir d'un séisme. Il faut savoir qu'un séisme propage 2 types d'ondes. Tout d'abord, une onde P ou primaire, qui arrive très rapidement et heurte le mur à très grande vitesse. C'est extrêmement violent, mais ça ne dure pas longtemps. Puis vient l'onde S ou secondaire, qu'on pourrait comparer à un océan. C'est une onde très longue, un peu comme une vague, qui crée un mouvement de haut en bas. Quand on regarde ces ruptures de plus près, on devine que certaines pierres ont été abaissées, tandis que d'autres ont été soulevées. C'est sûrement un séisme qui a fendu ces pierres de 5 tonnes. Comme vous pouvez le voir, on retrouve ces ruptures jusqu'en bas du mur. En effet, depuis leur création, les murs du mont du Temple ont essuyé de multiples séismes. Et d'après la Bible, l'un d'eux aurait été si puissant qu'il aurait fait trembler la terre et fendu des pierres. C'est incroyable de penser qu'une aussi grande structure ait tenu aussi longtemps. Comment a-t-elle pu résister? La technologie que nous utilisons va peut-être nous éclairer. Les données vont maintenant être assemblées pour transformer les pierres du mont du Temple en un modèle en 3 dimensions extrêmement précis.
C'est génial. On a énormément de données. On va pouvoir mieux étudier les ruptures et en apprendre plus sur ces pierres. Concentrons-nous sur cette zone. Grâce à ces images, Steve va pouvoir examiner le moindre détail. D'ailleurs, il vient de remarquer quelque chose d'étrange concernant le mur. En effet, contrairement à la plupart des murs modernes, il ne semble pas être droit. Est-ce une erreur ou les a-t-on délibérément construits ainsi? Voilà le mur sud-est. On voit plus précisément les pierres et on dirait que celles-ci sont plus en avant. Celle du bas. D'après les données, les pierres ne sont pas alignées de haut en bas. Pour Steve, il ne s'agit pas d'une erreur. C'est même un premier indice pouvant expliquer la longévité du mur. Il décide d'utiliser le scanner pour en mesurer le bord. Le mur a été décalé de 12 degrés. Steve pense qu'il s'agit d'un choix délibéré. Ainsi, le poids du mur est repoussé vers l'arrière afin de mieux soutenir l'importante masse de matériaux qui se trouve à l'intérieur du mont du Temple. Cette technique ingénieuse permet d'augmenter la résistance de la structure. Ils ont taillé les pierres de façon à ce qu'une fois posée, chaque pierre soit un peu en recul par rapport à celle du dessous. Chaque rang a été reculé entre 5 et 8 cm, afin de mieux répartir le poids dans tout le mur. Cette technique permet à la structure de durer plus longtemps. Les murs du mont du Temple ont ainsi pu résister aux attaques successives des Romains, des Arabes et des Croisés, sans oublier d'importants séismes. Le mur oriental et le méridional ont été scannés. Cependant, s'il veut obtenir des données plus précises, Steve doit aussi scanner le mur occidental, le mieux préservé de tous. Ce mur, plus connu sous le nom de mur des Lamentations, n'a encore jamais été scanné car les Juifs le considèrent comme le lieu le plus sacré du monde. C'est la première fois que je viens ici, mais je connais l'importance de cet endroit. Malgré tout, on a besoin de ces données pour essayer de comprendre ce site. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va trouver. C'est un site extrêmement fragile, mais les autorités ont accordé un accès privilégié à l'équipe pendant quelques heures pour qu'elle puisse recueillir les données dont elle a besoin. Vu l'étendue du mur, cela lui laisse peu de temps. C'est fantastique. Je n'aurais jamais cru qu'on pourrait venir ici un jour. C'est une opportunité unique. Et on est parfaitement placé pour scanner le mur. On n'aurait pas pu rêver mieux. Tandis que Malcolm et Adam se mettent au travail, Dallas examine ce lieu saint de plus près. Voici le mur occidental, aussi appelé mur des Lamentations. Des milliers de Juifs venus du monde entier viennent ici pour prier. Vous voyez ces petits bouts de papier? Ce sont des prières que les gens écrivent pour les introduire dans une fissure. On l'appelle mur des Lamentations car depuis des siècles, les Juifs s'y rassemblent pour psalmodier, prier et se lamenter de la perte du somptueux temple juif qui se trouvait derrière ces murs. C'est le lieu le plus sacré du judaïsme. Ces pierres ont été témoins de tant d'événements. J'ai hâte de découvrir ce que notre technologie va nous révéler. Ça promet d'être fascinant. Pendant que l'équipe commence à scanner, Steve et Dallas continuent d'explorer le mur occidental. Apparemment, il reste encore de nombreuses autres choses à voir. Des fouilles ont révélé une partie cachée du mur, bien en dessous du sol, qui correspond aux rues d'origine de Jérusalem. Ce site est une nouvelle preuve de l'ambition architecturale d'Hérode le Grand. Regardez-moi ça, c'est dingue. Ces pierres sont gigantesques. Il s'agit d'une seule et immense pierre de plus de 4 mètres de haut et 14 mètres de long, posée ici par les hommes d'Hérode.
Cette pierre commence ici. Je n'en ai jamais vu d'aussi grosse. Et elle continue par là, encore, 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 et s'arrête ici. Cette gigantesque pierre taillée dans un seul bloc est aussi longue que 3 voitures mises bout à bout. Elle renferme surtout l'une des clés pour comprendre la construction du mont du Temple d'Hérode. Je me demande comment ils ont fait pour transporter cette pierre de la carrière jusqu'à ici. Même de nos jours, je ne suis pas sûr qu'on ait des grues capables de soulever un objet aussi lourd. D'ailleurs, ce serait intéressant de connaître le poids exact de cette pierre. Ils n'ont pas pu la porter à bout de bras ou sur le dos de leur bête. J'ignore comment ils ont réussi un tel exploit, ni comment ils ont réussi à la tailler avec tant de précision. On devrait la scanner pour voir si elle est droite et étudier les joints horizontaux. Bien sûr, c'est une pierre immense, mais surtout, elle est parfaitement taillée. C'est un travail de très grande qualité. Steve demande à Malcolm et Adam d'analyser cette trouvaille. Tandis que l'équipe scanne cette pierre gigantesque, Steve cherche à savoir d'où elle peut provenir. Dallas a contacté l'archéologue Guy Stiebel et ensemble, ils remontent le temps. Cool. On y est presque. Attention. On est en train de marcher sur les traces d'ouvriers qui vivaient ici il y a 2000 ans. Ça va encore très loin. Oui, c'est gigantesque. D'après Guy, cet endroit va leur révéler les secrets des gigantesques murs de Jérusalem. Voilà, c'est là. C'est incroyable. Et quelle pureté. On dirait presque que ces pierres ont été taillées hier. Il faut dire qu'elles sont à l'abri des éléments. Ça alors, on voit même des marques de burin. Oui, en effet. On voit aussi les sillons. Ouais. Il faudrait combien de temps et surtout combien de personnes pour tailler une telle pierre? Je pense que 2 hommes peuvent très bien y arriver en 15 minutes. En un quart d'heure? S'ils sont expérimentés, oui. Comment ils ont pu faire ça en 15 minutes? Ils n'avaient même pas d'outils mécaniques. Non, ils utilisaient de gros marteaux. 15 minutes? Des masses, des chevilles en fer et c'est tout. Il suffit de bien connaître la roche et de savoir à quelle vitesse on travaille. C'est un peu la version antique d'une chaîne de production. Sans pelleteuse ni excavatrice, les tailleurs de pierre se servaient uniquement d'outils manuels et de leurs muscles pour soulever et transporter des roches d'une taille colossale. Au lieu d'essayer de traîner ou de porter les plus grosses pierres, les hommes d'Hérode s'en servaient comme essieux. Ils attachaient d'énormes roues de chaque côté des pierres et les faisaient rouler jusqu'à Jérusalem. Près des murs, l'équipe continue de scanner. Steve sait maintenant comment ces pierres ont été extraites et transportées jusqu'au site de construction. Mais cela n'explique pas comment ces murs ont pu être construits uniquement à la force des bras. La première chose qui m'a frappé en regardant ce mur, c'est la taille de ces pierres. Elles sont gigantesques. Elles doivent toutes faire presque 2 mètres de long et 1 mètre de haut. Je ne sais pas quelle est leur largeur, mais elles doivent peser au moins 5 tonnes. Je ne comprends toujours pas comment ils ont pu les soulever et les disposer ainsi. Les hommes d'Hérode ont mis au point un dispositif ingénieux, largement utilisé de nos jours, la grue. Mais à l'époque, c'était des hommes qui servaient de moteur. Ils se mettaient à l'intérieur d'énormes roues pour les faire tourner et pouvaient ainsi soulever des pierres et les mettre en place à l'aide d'un système de poulies. Mais comment arrivait-il à disposer ces pierres au bon endroit? Voyons si on peut trouver un bon exemple. Vous voyez, la pierre se termine ici, mais il y a quelque chose dans les joints.
Tous les joints horizontaux semblent remplis sur toute la structure. Donc, à mon avis, ils ont dû soulever les pierres, puis les faire glisser sur les joints. Et le matériau qu'on peut voir ici, au niveau des joints, devait leur permettre de faire glisser les pierres les unes sur les autres plus facilement, et ainsi d'éviter les chocs. D'après Steve, c'est en les faisant glisser que les ingénieurs de l'époque ont pu disposer ces pierres de plusieurs tonnes au millimètre près. Vu leur poids, ils n'auraient jamais réussi à les mettre en place sans un système de ce genre. Même si on comprend mieux l'ampleur et l'ambition nécessaires à la construction des murs d'Hérode, Steve aimerait découvrir de quoi les constructeurs de l'époque étaient capables. De retour au QG, les scans sont assemblés. Steve pense que la taille des pierres de construction est la clé de tout. Selon lui, ces immenses blocs sont indispensables à la structure des murs, notamment la gigantesque pierre découverte sous terre. Les données informatiques combinées aux estimations de sa largeur révèlent le volume de la pierre. Steve peut alors calculer son poids. Maintenant qu'on connaît son volume, on n'a plus qu'à le multiplier par la densité pour obtenir son poids. Une pierre telle que celle-ci a une densité d'environ 2,4 tonnes par mètre cube. Donc on devrait obtenir son poids en tonnes. Et le résultat est époustouflant. D'après les calculs, cette pièce unique pèse 301 tonnes. C'est énorme. Plus de 300 tonnes. C'est vraiment incroyable. On a enfin une échelle plus précise. Combien pèse une voiture en moyenne, histoire de comparer? Un peu plus d'1 tonne. Donc c'est l'équivalent de 237 voitures empilées les unes sur les autres. En un seul bloc? Oui, c'est ça. Bon sang. Qu'on a soulevé en une fois. Ces immenses blocs de pierre ont leur avantage, mais ils présentent aussi des risques. Leur poids gigantesque permet de renforcer les murs, mais un seul bloc mal placé, et c'est la catastrophe. Si jamais une pierre se décalait, le mur risquerait de s'effondrer. On doit vérifier que ces joints sont bien plats. C'est un critère absolument essentiel à la construction. D'après Steve, pour que des murs aussi imposants aient résisté au séisme et à l'épreuve du temps, la marge d'erreur doit être à peine de quelques centimètres. Mais les ingénieurs de l'époque n'ont pas pu accomplir un tel exploit uniquement à l'œil nu et à la force de leurs bras. En attendant que les scans en disent plus, Steve mesure les pierres au millimètre près. On va mesurer la hauteur. 23 mètres 787 à droite et à gauche. 23 mètres 799. C'est dingue. J'en reviens pas. À quelques millimètres près, on a pratiquement la même hauteur d'un bout à l'autre du mur. Seulement 12 mm de différence, sur plus de 40 mètres de long. Incroyable. Ouais. On s'attendait à ce que ces murs soient relativement plats, mais en fait, ils ont été érigés avec une précision extraordinaire. Les constructeurs ont réussi à bâtir un mur quasiment droit tout le long de cette section. Est-ce qu'on arriverait à tailler des pierres de cette taille aussi précisément aujourd'hui? Et je suis pas sûr. Ces pierres ont été taillées à la main. Ils ne travaillaient pas avec des machines à l'époque. Ils n'ont utilisé que deux choses, leur cerveau et leurs mains. Sans oublier que ces murs existent depuis 2000 ans et ont subi des séismes. Impressionnant. Le sol a bougé. C'est fou. Et le temps a dû les éroder. C'est incroyable. Comment c'est possible? Grâce au scan, on sait désormais que c'est l'incroyable précision des bâtisseurs de l'époque, supérieure à celle de nombreux ingénieurs modernes, qui explique la longévité de ces murs. C'est ce qui a permis à Hérode de construire des murs composés d'immenses pierres extrêmement solides. Des murs capables de résister siècle après siècle au séisme et à l'épreuve du temps. Mais le génie constructeur d'Hérode Ier le Grand ne s'est pas arrêté là. Il n'avait qu'une idée en tête.
bâtir pour montrer son pouvoir. Il a construit les vastes murs du mont du Temple pour rivaliser avec le sommet d'une montagne. Mais cet extraordinaire projet n'était pas sa seule ambition. Il voulait encore plus. Construire sa propre montagne. À 16 km au sud de la ville sainte de Jérusalem se trouve Hérodion, en Cisjordanie. C'est une région sensible en proie au conflit. Un territoire que l'on se dispute depuis des décennies. Son désert aride n'a pratiquement pas changé depuis l'époque du Christ. C'est là? Ça alors, c'est vraiment super. Regardez par la vitre, vous le verrez peut-être. On dirait ce monolithe dans le Wyoming, celui qu'on voit dans Rencontre du troisième type. On a quitté Jérusalem, on se rend en Cisjordanie, et voici enfin le fameux Hérodion, ce palais fortifié qu'Hérode s'est fait construire. On va aller l'étudier de plus près et essayer d'en apprendre un peu plus sur ce grand homme. C'était une nouvelle étape dans l'œuvre d'Hérode. C'est ici qu'il a décidé de bâtir une montagne. De loin, on dirait une colline comme les autres, mais les apparences sont parfois trompeuses. Au sommet se trouvent les vestiges du palais qu'Hérode s'était fait bâtir. C'est une construction impressionnante, plus vaste que n'importe quelle pyramide. Il n'en existe aucun autre exemple dans le monde. Elle paraît encore plus gigantesque quand on est juste à côté. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de voir une montagne construite par l'homme. Mais l'équipe n'est pas venue uniquement pour étudier la montagne d'Hérode. En effet, le vrai but de sa construction est dissimulé à l'intérieur. Et pour la toute première fois, nous allons pouvoir le scanner. Wow. C'est immense et très impressionnant. Un palais fortifié se trouve au sommet de la montagne. Grâce à des références historiques, ce magnifique et somptueux palais qu'Hérode a construit comme symbole de sa richesse et de son pouvoir a pu être reconstitué. Ce palais, qui comprenait autrefois 5 étages, de vastes tours, des thermes et de somptueuses pièces, était même agrémenté d'un jardin tropical. Hérode a littéralement déplacé des montagnes pour construire le palais de ses rêves. C'est un merveilleux site archéologique, unique en son genre. C'est une vraie prouesse. Ça va être un sacré challenge de le scanner. Grâce à la technologie laser, nous espérons résoudre l'énigme architecturale de la construction du palais d'Hérode. Steve aimerait obtenir 2 réponses. Premièrement, j'aimerais savoir comment ils ont construit cette montagne à un tel angle au sommet de cette colline. Et deuxièmement, comment ils y transportaient de l'eau tous les jours. Hérode a décidé de construire sa forteresse au beau milieu du désert, car c'est ici même qu'il a remporté la plus grande bataille de son règne. Il cherchait le moyen parfait de rendre hommage à sa victoire, et c'est ainsi qu'il a eu l'idée de construire Hérodion. D'immenses quantités de terre ont été déposées sur une colline déjà existante, pour créer une montagne artificielle qui semble se dresser à un angle peu naturel. L'historiographe judéen Flavius Joseph l'a décrit comme une colline élevée à une grande hauteur par la main de l'homme. Hérode a construit une forteresse qui a disparu depuis longtemps, mais la montagne créée pour la soutenir domine toujours l'horizon. Nos experts vont devoir réaliser un modèle en 3 dimensions de la montagne. Grâce à un accès privilégié au site, Steve espère lever le voile sur les techniques d'ingénierie d'Hérode. On voit parfaitement ici comment la montagne a été construite.
Regardez, on devine plusieurs couches de matériaux. Ils ont alterné des gros cailloux avec des plus petites pierres. Ils n'ont pas simplement disposé ces cailloux, ils ont réfléchi à la façon de le faire. Ils ont trié les cailloux en fonction de leur taille. Ils ont pris les plus gros pour former une première couche, les plus petits pour en former une seconde, puis ils les ont tassés ensemble. C'est ce qu'on appelle un sol renforcé. Et si l'on fait ça, c'est avant tout pour solidifier le sol, pour qu'il se tienne mieux. Imaginez que vous construisiez un château de sable. Si vous tassez le sable, il sera beaucoup plus solide. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait ici. Ils ont essayé de tasser les matériaux et de les renforcer pour qu'ils puissent tenir sur la colline, malgré la pente très abrupte. Regardez. On a découvert d'énormes morceaux de bois comme cela un peu partout dans la montagne, reliés à l'intérieur des murs. On m'a dit qu'ils avaient été disposés de cette façon pour que la forteresse d'Hérode résiste à un séisme. Mais je n'y crois pas trop. Il y en a vraiment tout le long du mur, et ils sont parfaitement intégrés à la structure. À mon avis, ils ont servi à réunir les matériaux de la nouvelle montagne artificielle et ceux de la colline déjà existante. Parce que c'est justement à ce niveau-là que ça risque de glisser. Ils ont donc lié ces deux types de matériaux, comme on le fait encore de nos jours. C'est ce qu'on appelle la contrainte de cisaillement. C'est un moyen d'intégrer la nouvelle colline à l'ancienne. Et c'est cette méthode qui permet aux matériaux de tenir pratiquement à la verticale et de ne pas glisser dans la vallée. Tandis que l'équipe travaille d'arrache-pied pour recueillir ces données, Dallas en profite pour explorer les ruines de la forteresse. La majorité du bâtiment a disparu depuis longtemps, mais ces vestiges permettent de l'imaginer. En plus d'être une forteresse stratégique, ce palais était aussi un endroit somptueux. C'était un peu l'équivalent d'un 5 étoiles. Suivez-moi. On arrive dans les thermes. Vous avez vu ce dôme? Incroyable! J'attends que l'avion militaire soit passé. Voilà, il est toujours en très bon état. Venez, je vais vous montrer les pièces habitées. Ici, c'était le salon. Il y avait aussi d'autres pièces de vie derrière ce mur. Et voilà une preuve de la somptuosité de ce palais. Regardez un peu les détails à la base de ces piliers. Ces gravures sont absolument magnifiques. Et par ici en bas, tout ce que vous voyez là, c'était une cour et un jardin, avec des plantes et de la pelouse. Ça représentait un très bel espace extérieur. Pourtant, même ce palais grandiose n'était rien à côté de l'immense montagne qu'Hérode a créée pour le soutenir. D'ailleurs, comment a-t-il construit cette fameuse montagne? Il s'agit d'un simple problème d'ingénierie. Hérode a voulu créer une montagne. Mais comment a-t-il réussi à le faire? Ça soulève un certain nombre de questions. Tout d'abord, d'où viennent les matériaux qu'il a utilisés? Et surtout, comment a-t-il concrètement construit cette montagne? Beaucoup pensent qu'il aurait pris les matériaux de cette montagne pour les placer sur celle-ci. Mais franchement, ça m'étonnerait. Sur le plan technique, c'est une opération très compliquée à réaliser. Pourquoi aurait-il pris des matériaux en haut de cette montagne pour les redescendre et ensuite les remonter sur l'autre? Ce serait un travail de titan. Grâce à ses années d'expérience et aux données recueillies par l'équipe, Steve pense pouvoir éclaircir ce point. Et voilà les résultats. On dirait un volcan. C'est encore plus flagrant vu d'ici. Et on peut zoomer et regarder la structure sous tous les angles. Face à ces images, Steve remet en question la théorie de la construction d'Hérodion. Vous avez remarqué combien la pente était raide? À mon avis, ces deux sommets, celui de cette colline et celui de la colline d'origine, étaient reliés. Je pense qu'ils ont simplement creusé cette vallée. C'est pour ça que la montagne tient toute seule. Plutôt que d'avoir déplacé des tonnes de terre depuis la colline voisine, comme beaucoup le suggèrent, Steve pense qu'il existait une seule et même colline dans laquelle Hérode a fait creuser une vallée.
C'est donc de là que viendrait la terre qui constitue sa montagne. Si vous voulez construire une montagne, même si vous avez déjà une colline et qu'il suffit de mettre cette montagne au-dessus de la colline, où allez-vous récupérer la terre nécessaire? J'ai commencé à observer le sol de plus près et j'ai vu des affleurements qui ne semblaient pas naturels. J'ai regardé le site dans son ensemble et là, le paysage d'origine est apparu dans mon esprit. Et j'ai enfin compris comment ils avaient fait pour que cette montagne tienne. Selon Steve, les données du scan apportent un nouvel éclairage à la construction d'Hérodion. Grâce au talent de ses ingénieurs, Hérode a construit une vaste montagne en transformant simplement le paysage environnant. Mais ce même paysage était aussi son ennemi. Un palais n'a d'utilité que si l'on peut y vivre. Et dans les déserts de la Judée antique, une seule denrée précieuse comptait, l'eau. Comment Hérode a-t-il pu s'assurer qu'Hérodion aurait assez d'eau pour faire vivre ses habitants? Un indice se trouve justement en dessous du palais. Les scanners vont nous aider à enquêter. On est descendu dans les tunnels par ces escaliers étroits et on s'est promené. C'était une sorte de quête, un voyage au cœur de la montagne. Ces tunnels s'enfoncent très profondément sous terre, à plusieurs mètres en dessous du palais. L'équipe veut trouver l'endroit idéal pour le scanner et l'analyser afin de comprendre comment Hérode a pu trouver de l'eau au beau milieu du désert. Ça alors, c'est incroyable. Tout est imperméabilisé. On dirait un grand réservoir. C'est exactement ça. Regarde Steve, viens voir. Ces immenses grottes ont été creusées manuellement dans le flanc de la montagne. Et vu l'imperméabilisant dont sont enduites les parois, elles ont été conçues pour stocker de l'eau. C'est immense. Et très profond. Ça alors, c'est gigantesque. Cette grotte contenait des milliards de litres d'eau en permanence. En fait, c'était une immense citerne. Les hommes d'Hérode ont utilisé les meilleures techniques d'ingénierie de l'époque pour créer ces immenses réserves. Après avoir creusé ces grottes, ils ont recouvert leurs parois d'un plâtre spécial afin d'imperméabiliser la roche. Tu penses qu'il y avait de l'eau jusqu'au plafond? Ça a l'air d'être imperméabilisé. Ils ont dû concevoir cette grotte pour qu'elle soit complètement remplie. Il y a sûrement une ouverture par laquelle l'eau peut ressortir pour éviter l'accumulation de pression. C'est vraiment gigantesque, mais quand on vit dans un désert, il faut pouvoir stocker de l'eau, en particulier dans un palais où l'eau sert aussi à arroser les plantes et à entretenir le jardin. Sans oublier l'eau pour se laver. Il leur fallait une réserve d'eau en permanence. Ces citernes creusées dans la roche sont une véritable prouesse d'ingénierie. Elles étaient le fondement même du palais. Mais comment Hérode a-t-il réussi à faire venir de l'eau dans ces citernes? Et comment, dans une région où il ne pleut que 10 cm d'eau par an, a-t-il pu remplir des grottes aussi vastes? L'équipe scanne ces tunnels sur toute leur longueur. Ils ont fait un travail incroyable. Si on pose les images scannées de l'intérieur de la forteresse au-dessus de celles obtenues à l'extérieur de la montagne, on obtient une représentation en 3 dimensions de l'ensemble du site. Steve rassemble l'équipe au QG pour analyser les images. Voilà les données de l'intérieur de la montagne. On se rend enfin compte de la taille des citernes. Celles qui ont été découvertes pour l'instant pourraient contenir suffisamment d'eau pour remplir une piscine olympique. Incroyable. On dirait qu'on a fait une radio de cette montagne. Tout à fait. Cette nouvelle perspective va peut-être permettre à Steve de comprendre comment Hérode a pu remplir ces immenses grottes d'eau fraîche. Grâce à ces images, on voit que ces grottes sont situées plutôt en bas de la montagne. Oui, Et je me demande bien pourquoi. moi aussi. Grâce à cette technologie 3D, nous avons pu superposer les images de l'extérieur et de l'intérieur et ainsi découvrir pour la toute première fois où ces citernes sont situées dans la montagne.
D'après Steve, elles sont situées en bas de la montagne, car elles servaient de réservoir et recueillaient l'eau de pluie de toute la région. Et cette eau a sûrement été récoltée pendant toute la durée de la construction d'Hérodion. À mon avis, ils ont d'abord construit ces citernes. Et ensuite, ils ont recueilli l'eau qui s'écoulait de la montagne. En fait, ils ont créé un bassin versant pour stocker toute cette eau. Et contre toute attente, Hérode n'a pas construit qu'une seule citerne. Les archéologues en ont découvert 4 et pensent qu'il pourrait y en avoir 8 autres à l'intérieur de la montagne. Des millions de litres d'eau fraîche, disponibles toute l'année, en plein cœur du désert. Quand Hérode s'est installé dans le palais, il y avait déjà de l'eau. Il y en avait largement assez pour se laver. Et l'eau potable devait être stockée dans une citerne différente. Donc cette eau devait être utilisée pour un usage quotidien, pour arroser le jardin par exemple. J'ai l'impression qu'on commence à se mettre à la place d'Hérode et qu'on arrive à comprendre sa façon de penser. Oui, exactement. Grâce au scan, Steve a découvert comment Hérode et sa cour ont pu vivre dans cette montagne. Mais ce n'était pas le seul but d'Hérodion. En effet, c'est aussi ici qu'Hérode a été enterré. En 2007, après des décennies de fouilles, des archéologues ont trouvé sa tombe construite le long de la montagne. Hérode était obsédé par le spectaculaire, le grandiose, alors que, paradoxalement, le mausolée qu'il s'est construit a été détruit au bout de 70 ans avec ce qu'on pense être son sarcophage. C'est une reconstruction presque complète de ce qu'on pense être le sarcophage d'Hérode. On peut même voir les morceaux d'origine. Mais lorsqu'on l'a trouvé, il avait été brisé en 1000 morceaux. Ça en dit long sur ce que les gens pensaient d'Hérode. Mais les archéologues n'ont pas uniquement trouvé la tombe d'Hérode. L'archéologue Oren Gutfeld va dévoiler à Dallas les secrets dissimulés sous le versant de la montagne. Après avoir agrandi la zone de fouille, on a trouvé plusieurs autres structures construites par Hérode le Grand. Du coup, on a continué à creuser, et plus on avançait, plus on tombait sur des bâtiments de plus en plus vieux. Des thermes, des entrepôts, même un théâtre. Oren et son équipe ont découvert un théâtre richement décoré, une salle de réception et de somptueux thermes, tous construits par Hérode. Ils sont tous parfaitement conservés, ensevelis sous des milliers de tonnes de gravats. Et pour la première fois en 2000 ans, les fouilles d'Oren ont permis de mettre au jour certains de ces bâtiments. Je n'en reviens pas. Ces fresques sont magnifiques. Elles sont abîmées, mais pas tant que ça, finalement. Les couleurs sont encore assez vives. Ce sont les premières couleurs que je vois depuis qu'on explore ce site. Ça fait plaisir. Donc toute cette pièce était ensevelie? Oui. À quoi servait-elle? Et pourquoi est-elle en si parfait état? C'est la loge royale d'un théâtre, du théâtre privé que Hérode s'était fait construire. Cette pièce aurait fait partie du théâtre qu'on a découvert juste en dessous. Une loge royale privée, richement décorée. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une fresque peinte sur du plâtre tout frais. On distingue encore des choses là-haut. C'est une fenêtre peinte. De près, on voit bien que c'est un trompe-l'œil. Ce n'est pas une vraie fenêtre. Est-ce que ce sont des volets en bois pour donner l'impression que des volets s'ouvrent sur cette scène? J'essaie de deviner ce qu'on voit. Ça a l'air de se passer à la mer ou près d'un lac? Exactement. C'est une scène maritime. On devine même un bateau et quelques îles boisées à l'horizon. Mais comment ces somptueux bâtiments se sont-ils retrouvés ensevelis? Y a-t-il eu un séisme ou un glissement de terrain? Qu'est-ce qui a pu causer une telle catastrophe sans pour autant abîmer les murs? Les scanners vont recueillir des données qui devraient nous en dire plus. Malcolm et l'équipe sont dans la loge royale et scannent tout ce qui pourrait nous permettre de mieux comprendre à quoi servaient ces pièces. Ils enverront ensuite leurs résultats au QG. On pourrait voir une coupe au niveau du théâtre? Oui.
Les scans en 3D nous permettent de créer une coupe dans le flanc de la montagne. Vous voulez voir dans la loge royale? Oui. Ces images sont tellement précises qu'on peut zoomer à l'intérieur des bâtiments découverts récemment. Steve voudrait justement approfondir une idée qu'Oren Gutfeld lui a suggérée. Le toit de la loge royale semble avoir été sectionné et non écrasé, comme s'il avait été tranché à un angle bien précis. Vu de loin, d'après nos données, les bâtiments démolis semblent se trouver sur une ligne qui remonte tout le flanc de la montagne. Cette pièce qu'il a construite se tient sur une pente très abrupte. Et si on observe la pièce de plus loin, c'est exactement le même angle qui continue après les murs de la pièce, jusqu'en bas. Les scans confirment ce que les archéologues suspectaient. Ce n'est pas une catastrophe naturelle qui a enseveli ces bâtiments. Le fait qu'ils se dressent à un angle aussi précis, parfaitement dans l'axe du versant de la colline, ne peut signifier qu'une chose, c'était un acte délibéré. Je ne comprends pas. Le théâtre et la loge royale sont si magnifiques. Pourquoi voudrait-on les ensevelir? Je ne sais pas. Ça paraît ridicule. C'est une démarche si extrême. Mais qui a pu faire une telle chose? Et pourquoi? Contre toute attente, tout laisse à penser qu'il s'agit d'Hérode Ier. C'est forcément lui. Il s'est construit une magnifique forteresse au sommet d'une montagne, un théâtre, tout un tas de bâtiments pour finalement s'en débarrasser et les ensevelir. On dit qu'à la fin de sa vie, Hérode essayait de construire un somptueux bâtiment pour commémorer sa mort, un grand mausolée. Il voulait transformer la montagne d'Hérodion en un monument parfaitement lisse et immaculé à sa gloire. On pense tous à la mort à un moment de sa vie. Et lorsqu'Hérode y a pensé et a réfléchi à l'endroit où il voulait être enterré, il a imaginé cette montagne que tout le monde verrait et qui resterait gravée dans les mémoires. Je comprends sa façon de penser, mais personne d'autre n'aurait pu avoir une idée aussi démesurée. C'est un merveilleux endroit où être enterré. C'est une découverte incroyable et une étonnante théorie que semblent confirmer les preuves archéologiques trouvées sur le site. Hérode Ier voulait tellement que cette montagne soit le parfait monument à sa gloire qu'il a même ordonné qu'on ensevelisse ses bâtiments somptueux. Rien ne devait venir faire de l'ombre à son magnifique mausolée. Voir des gens escalader des montagnes, c'est impressionnant. Mais imaginez que quelqu'un en a construit une. Quand on pense qu'Hérode a eu cette idée folle et que ses architectes ont réussi à l'exécuter grâce à leur technique, leur connaissance et leur talent, et 2000 ans plus tard, elle est encore là. Quand on est un bâtisseur, le plus excitant, c'est de se dire qu'on va construire quelque chose qui va durer, qui sera encore là après nous, une sorte d'héritage. Cette montagne, c'est le parfait héritage. Hérode le Grand était un véritable génie architectural de son temps. Nos scanners et l'équipe de Steve ont dévoilé les prouesses cachées derrière ces incroyables créations. Du taillage et du transport manuel de 300 tonnes de pierre à la construction des immenses murs quasi indestructibles du mont du Temple. Chaque pierre est parfaite. Elles sont toutes parfaitement finies et parfaitement disposées. De la modification de ce paysage à la création d'une montagne en plein cœur du désert. Son ambition et ses idées ont donné naissance à des structures incomparables. Et grâce à une technologie unique, nous avons réussi à observer ces incroyables constructions avec un autre regard. Qui d'autre aurait pu avoir une idée aussi démesurée? C'est le seul homme sur Terre à avoir fait construire une montagne. Tout de suite, c'est dans le sol australien que se cachent les indices du pourquoi de l'énigme du choc des continents. La dernière phase de la séparation a débuté il y a 50 millions d'années.